Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boom Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous. On est content de vous retrouver cette semaine, sachant que il y avait des chances pour qu'on se retrouve pas cette semaine, parce que Julien a fait une giga bêtise. Son ordinateur a pris une petite douche au Pepsi Max. Et du coup, t'en as eu pour combien pour Ça me fait encore grincer des dents. J'en ai eu pour 600 balles pour le réparer. J'ai vraiment fait une giga connerie. J'ai mon PC fixe qui me sert en fait à monter les épisodes. En plus, j'ai les épisodes d'avance qui sont prêts, etc. Sur le SSD. Enfin, c'est vraiment... cet ordi, je m'en sers vraiment plusieurs fois chaque jour. Et j'ai vraiment été maladroit en essayant d'attraper mon verre qui était plein. Je l'ai renversé. J'ai réussi à rattraper le verre. Le problème, c'est que le liquide a été projeté sur l'ordi. Le boîtier n'étant pas étanche et le liquide étant vraiment tombé au-dessus, il a traversé l'ordi d'un bout à l'autre et en quelques secondes, il s'est éteint et j'ai senti un vieux goût, enfin une vieille odeur de brûlé. Donc je savais directement qu'il y avait des trucs qui avaient cramé à l'intérieur. Heureusement, un ami m'a conseillé une très bonne boutique de réparation informatique sur Montpellier, qui ont vraiment pu faire alors peut-être pas un miracle, on va pas exagérer, mais moi je m'attendais à avoir plusieurs jours sans PC. Je me suis dit bon bah tant pis, on sortira l'épisode milieu de semaine comme on pourra. Et au final, parce qu'en plus il a fallu que je fasse ma connerie un vendredi soir. Et au final, j'y suis allé le samedi matin et j'ai récupéré mon ordi en fin de journée le samedi, réparé. Donc j'ai quand même dû changer carte graphique et carte mère pour ceux qui s'y connaissent. Donc forcément les pièces les plus coûteuses dans un ordi. Donc voilà, c'est des bêtises qui coûtent très cher. Ouais, puis, comme bon tout mal qui se respecte, moi j'ai cru que quelqu'un était mort, donc je pensais trop te chamailler avec ça, mais c'est vrai que j'ai l'impression que voilà, l'ordi était morte, enfin vraiment on pouvait faire un enterrement et tout. Oh là là, j'étais bon. Non, mais bon, ça m'a rappelé qu'il va quand même falloir qu'on fasse des copies de nos données parce qu'en fait, j'ai quand même capté le travail que... dessus, ouais. Ouais, et puis c'est sur cet ordi, sur le SSD, on a vraiment tous les baux des locataires, toutes les infos, enfin, en fait, tous nos dossiers bancaires. Enfin, en fait, on a tout ce qu'on a besoin pour faire nos investissements sont sur cet ordi. Donc vraiment, c'était, ouais, franchement, une belle catastrophe. Bon, heureusement maintenant c'est il est ressuscité, tout va pour le oublié mieux. avec 600 balles dans l'histoire, ce n'est que 100 balles de plus sur les milliers d'euros qu'on a déjà perdu cette année en diverses soucis, mais bon écoute, on fait avec. Boom anecdote cette semaine, pas tant que ça, en vrai on est un peu au ralenti là, boom anecdote, en fait il y en a une en particulier, mais en fait on vous réserve un épisode spécial sur ce cas-là, et c'est lui qui nous a pris une bonne partie de la semaine. Ouais, qui nous rythme un peu les semaines, donc on n'en parle pas spécialement dans le podcast parce qu'on va vous dédier un épisode là-dessus. Je pense que c'est notre plus grosse galère 2024, on en a déjà rapidement parlé. Mais bon voilà, du coup en attendant on essaye de grappiller des boom anecdotes de chaque côté. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Si on a quand même l'assurance. Ouais, alors je sais pas si on l'avait raconté ce truc-là. On s'est fait forcer un volet. Oui, ça, le volet, etc. On l'avait déjà raconté. Et le problème, c'est que notre assurance nous dit qu'on n'était pas couvert pour cette histoire qui nous coûte quand même 2500 euros. Et on était là, comment ça on n'est pas couvert? Ouais, donc là il y avait vraiment de quoi râler. Donc bon, là forcément on est en train de râler auprès de l'assurance. Cette histoire est pas finie de savoir si on va être remboursé, mais franchement en ce moment on a vraiment un karma négatif. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est vraiment, il faut faut vraiment qu'on mérite le fait de quitter notre job en cette fin d'année. C'est pas possible parce que sinon je comprends pas pourquoi on les enchaîne à une vitesse aussi folle. Enfin, vous devez vous dire, chaque semaine ils ont la pire galère de l'année, mais c'est vraiment exactement ça. Chaque année, chaque semaine, je pense qu'il y a un petit effet, grosse galère de plus. Il y a un petit effet cumulé aussi, pris individuellement. C'est pas des choses si graves, mais bon, là notre preneur il est embêté parce qu'il peut pas ouvrir. Alors c'est toi qui l'as vu le volet, moi j'y suis pas allée.
Mais il est bloqué, non, en plus. Faut le démonter, là, carrément. Alors du coup j'y suis allé avec le réparateur cette semaine et au final c'était un petit peu moins grave que ce qu'on pensait. On peut le fermer, enfin l'ouvrir, le fermer. Dans tous les cas, va falloir le réparer. On peut pas le laisser dans l'état où il est parce qu'il ferme pas à clé non plus. Ce qui est quand même important parce qu'à la base pour un rideau métallique. Enfin là, quand vous me direz quand le rideau est baissé, personne peut savoir qu'il est pas fermé à clé. Mais bon, si quelqu'un essaie de le forcer, il va vite s'en rendre compte. Donc c'est quand même un problème en soi. Il faut que ce soit réglé rapidement, c'est-à-dire dans les 10 jours qui arrivent, parce qu'il va bientôt commencer son activité. En plus un nouveau preneur, etc. Enfin bon bref, on n'a pas envie de se créer des complications et qu'ils pensent qu'en fait on s'en fout alors qu'au contraire on essaie vraiment de régler les choses, mais heureusement c'est quelqu'un de bien qui a compris qu'on essayait de faire au mieux. Et le souci c'est que là vraiment on est chez plusieurs assureurs, hein. Je crois en fait on a déjà parlé dans cet épisode qu'on travaille avec Kenny, dont c'est dans l'épisode de la semaine dernière où on vous avait raconté, enfin on vous avait donné un peu de notre retour sur Kenny, les retours des différentes personnes qui sont passées par eux, donc on va pas forcément reparler aujourd'hui, mais c'est un de nos partenaires du coup très récent. Un de nos autres partenaires principaux, c'est une des banques qui nous accompagne sur nos opérations pour jouer le jeu. On a ramené pas mal de contrats chez eux et pour l'instant j'ai pas eu de sinistre chez eux, mais je suis assez content du suivi parce que j'ai un bon interlocuteur le mec qui est très carré. Enfin franchement il m'appelle quasiment toutes les semaines parce que justement on est en train de changer des contrats en ce moment. Donc tout va bien de ce côté-là et on a un peu notre assureur historique qui était l'assureur de mes parents qui les accompagnait sur leur activité professionnelle. On sent qu'il y a une loyauté religieuse du côté FC parents qui veut pas partir de cet assureur. Moi depuis le début j'ai toujours trouvé qu'ils étaient nuls. J'ai toujours trouvé qu'ils étaient pas bons niveau tarif et qu'en plus ils étaient nuls niveau suivi, parce qu'il faut savoir que effectivement, quand vous allez d'un assureur à l'autre, vous allez avoir des différences de tarifs, ça peut plus ou moins varier, normalement à garantie égale, c'est-à-dire que vraiment quand vous avez les mêmes garanties dans un contrat, il n'est pas censé y avoir de différence significative, alors c'est vraiment que l'assureur vous se fout de votre gueule parce que en soi, le risque est le même, donc en fait faut savoir que dans un contrat d'assurance, dans le prix, vous avez le risque, donc ce que l'assureur doit mettre de côté parce qu'il a estimé qu'au maximum, il perdrait ça sur votre contrat, et après il y a sa marge. Donc en soi, si vous avez du simple au double au même niveau de garantie, c'est qu'à un moment donné, il y en a un qui marche beaucoup plus que l'autre sur votre contrat. Et donc bref, pour revenir à cet assureur, je les ai toujours trouvé inefficaces. À chaque fois qu'on leur demandait des papiers, ça mettait 6 mois. On n'a pas d'espace en ligne, ça me rend ouf, on n'a pas d'espace en ligne. Ouais, en fait, on a une dame qui s'occupe de nous. Je vois bien qu'elle est débordée. Moi, j'essaie de pas être relou quand c'est comme ça. J'ai déjà été dans des périodes de travail où c'est compliqué d'être ultra réactive. Mais en fait, elle, c'est toute l'année et sur 3 ans, quoi. En fait, le truc, c'est quand on n'a jamais trop les contrats, on sait pas exactement, on a un prix qui est ensuite négocié du coup par ta maman. Enfin, c'est toujours assez fou et surtout, on n'a jamais de réponse. Dès qu'on envoie un mail, on essaie de pas faire les relous et de pas appeler, mais en fait, elle répond jamais. Et on a l'impression que si, en gros, on passe pas par le patron, il se passe rien. Donc là, elle nous a dit, portez plainte. Ça fait quoi, 1 mois? Un truc comme ça? Oui, ça fait plus d'1 mois qu'ils ont le dossier, qu'ils devaient faire soi-disant passer un expert, que l'expert est jamais venu. Enfin, je suis tendu. Oui, je suis tendu parce que là, vraiment, c'est la goutte d'eau qui... Genre, on dit souvent qu'un des trucs qui nous énerve le plus, c'est qu'on travaille avec des gens incompétents. Et là, en l'occurrence, c'est un cas flagrant d'incompétence. En plus, on a vraiment le contrat avec les garanties plus. Donc, je peux pas imaginer que le rideau métallique, il soit pas garanti. Donc, excuse-moi d'être un peu énervé. Tu vois. Oui, je suis tendu. On est là pour raconter les faits. Quand on parle de ce sujet-là, je suis tendu. Et ouais, donc factuellement, c'est vrai que c'est un peu pénible parce que ça fait 1 mois qu'on attend une réponse, que notre preneur, il attend. Et en fait, pour nous dire au final, ah bah non, désolé, on vous couvre pas, alors Et qui nous ont dit le contraire 1 mois voilà, avant. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas couvert? C'est la première question. Et la deuxième, c'est pourquoi il a fallu 1 mois pour vous nous dire ça. C'est ça, exactement. Donc bon, on attend des nouvelles par rapport à ça. Deuxième boom anecdote, je me suis rendue en mairie. Si vous savez cette mairie, on se déteste. Enfin, je sais pas si on se déteste, mais en fait, j'avais pas de réponse pour ma refacturation de taxe foncière. Il faut savoir que l'année dernière, ils ont mis 6 mois à nous payer les loyers d'un local. Je crois qu'ils nous devaient 5 000 et quelques euros, entre 5 et 6, je crois. Non, 3 500, ils nous devaient. Quoi? 3 500, ils nous devaient. Je suis marseillaise à chaque fois. Ça me paraît énorme, c'est pour ça. 3 500, c'est déjà une belle somme en soi. Et donc, du coup, je suis allée dans cet antre. C'était la première fois que j'y allais. Très beau bâtiment, ancien, tout ça. Bon, pas aux normes handicapés. Non, absolument pas. Oui. Oui, par contre, on peut pas, un handicapé ne peut pas y aller, hein. Il y a Vraiment. des marches partout. Bon, bref, c'est un très beau bâtiment, mais c'est vrai qu'il y a des marches partout. Il faut enjamber plein de choses, et du coup, je me pointe, je suis là, oui, bonjour, deux sujets, une attestation de travaux, et un deuxième, c'est ma refacturation de taxe foncière. Donc elle me dit montez, et premier étage c'est le service des finances. Je dis parfait, on va voir cette dame qui ne m'a jamais répondu à aucun mail. Et le deuxième c'est l'urbanisme où ils tiennent en otage ma subvention et mon autorisation de travaux. Enfin, l'attestation de travaux, voilà. Chantier pour être précis.
Et du coup, je monte au service des finances. Et là, en fait, j'ai compris pourquoi est-ce qu'elle me répondait pas. La pauvre dame a un bureau. Il y a des piles de papier qui faisaient ma taille. Sur son bureau à elle, elle avait un tout petit espace. Et vraiment, j'ai l'impression qu'elle avait peur de moi. Alors que vraiment, si vous connaissez la vraie vie, je mords pas. Mais elle était là derrière son ordinateur en mode qu'est-ce qu'elle veut, et j'étais là je veux juste vous signer une décharge en fait, enfin remise de taxe foncière contre décharge. Je lui dis je vous ai écrit des mails auxquels vous m'avez pas répondu. Elle me dit c'est vrai que c'est bizarre parce que là je tape votre nom dans ma boîte mail, ça ressort pas. Je dis ah oui, c'est vraiment bizarre. Elle s'obstine à vouloir retrouver le mail, bon, soit. Je lui dis bah au pire il est là et juste signez-moi le papier comme quoi vous l'avez bien reçu et que vous pourrez faire le paiement de la taxe foncière parce que normalement c'était au 31 octobre et bah on va être en retard quoi. Et du coup bon voilà, au final elle retrouve bien mon mail et elle me dit bah je sais pas pourquoi j'y ai pas répondu. Je dis là j'en sais pas plus que vous. Donc elle est là derrière ces tonnes de papier, enfin vraiment le cliché du comptable quoi, avec ses lunettes, sa calculatrice, des papiers de partout, des enveloppes. Je lui donne mon papier, je me dis bon, une chance sur deux pour qu'il se perde, mais moi j'ai un papier comme quoi elle l'a bien reçu. Elle me dit oui, je peux peut-être le faire demain ou sinon après dans mes congés, enfin faites-le quand vous voulez mais faites-le quoi, genre je m'en fiche. Donc là première mission réussie, je la remercie et là je monte au deuxième. Je suis accueillie par un service d'urbanisme très hostile. Ça se voit qu'ils ont pas l'habitude de voir du monde. Là aussi, des tonnes de papier partout. Enfin, je dis bon, oh là 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 là. Donc, je me fais accueillir par la personne qui nous suit. Alors, bizarre aussi, il était habillé vraiment très, enfin, un banquier quoi. Je sais pas, trop bizarre. Donc, je sens qu'il est mal à l'aise. Je lui dis bah, je viens pour signer en fait. Enfin, parce que il m'a dit qu'en gros par mail c'était pas recevable, je sais pas quoi. Bon, je sais bah. Écoutez, j'arrive. Il me dit non, mais d'abord on va aller peut-être voir ma collègue. Donc je suis bah allons voir votre collègue. Et alors là, du coup, il y a cette dame-là qui se présente, que je ne connais ni Adam ni Dev, et qui me dit qu'en gros, elle ne signera pas mon attestation parce que si elle signe, ça fait un faux. Alors j'étais là, j'avais pas compris. Elle me dit bah les travaux sont pas conformes, et gna gna gna, le PMR. En gros, on a posé des menuiseries et on vous avait déjà raconté nos galères d'architecte, etc. Et en fait, c'est vrai que cet architecte-là avait rajouté un seuil PMR qui impliquait de faire péter le trottoir. C'est bien ça, je me coupe hein, si je me trompe. Et en fait, c'est vrai qu'on l'a pas pété ce trottoir-là. En soi, nos menuiseries sont conformes. Oui, en fait, pour refaire l'histoire, je crois qu'on l'avait raconté dans déjà une bonne vingtaine d'épisodes, si ce n'est plus. Mais on avait eu des soucis avec un architecte qui avait pas été engagé par nous, qui avait été engagé par le preneur et qui avait vraiment mis en police 4 dans les plans sur l'ADP, mais c'était marqué nulle part dans la notice qu'en fait, on soi-disant devait supprimer un seuil sous une porte avant d'installer les menuiseries. Et le problème de ce seuil, c'est qu'en fait, c'est un seuil comment vous dire, c'est une espèce de toute petite marche de vraiment 10 centimètres, hein, donc c'est pas très haut, qui est en fait, qui fait partie de la structure en dur de l'immeuble, quoi. Donc franchement, ça m'étonnerait même qu'on trouve un maçon qui a envie de mettre un coup de marteau piqueur dedans. Le mieux qu'on pourrait faire, c'est essayer de aplanir la pente. Et en fait, on s'en est rendu compte seulement après qu'on ait posé les menuiseries, parce qu'encore une fois, cet architecte a fait son travail n'importe comment. Et c'est à cause de ce petit détail-là qu'elle te dit que soi-disant nos travaux sont pas aux normes. Nos travaux sont pas conformes parce qu'en gros, l'architecte des bâtiments de France risque de dire OK, mais elle donnera jamais son accord pour avoir l'achèvement des travaux. Et j'étais là, bah on a un problème. J'étais là, mais vous êtes qui du coup déjà? Et elle me dit, bah elle me donne son nom. Et je lui souligne que c'est vrai qu'on avait rendez-vous avec l'élu cet été et qu'elle s'était pas pointée au rendez-vous. Alors là, elle est là, confuse, machin. C'est vrai qu'on m'avait pas prévenu. Je suis, moi, je sais pas, comme vous voulez. Mais je lui dis, mais pourquoi vous nous avez jamais convoqués? J'ai dit, vous avez l'air de bien nous connaître, mais moi, j'ai jamais eu d'échange avec vous, ni au téléphone, ni rien du tout. Alors, en fait, c'est là où, moi, je suis pas trop rodée. Julien, il est super bon pour ce genre de choses. Moi, je m'attendais pas à rentrer dans un ring de boxe. Et surtout qu'elle a 2 fois mon âge, et je vois bien que dès le départ, elle est ultra agressive, comme si je lui demandais un truc qui était insensé, alors que son collègue m'a dit, il y a 3 semaines que c'était bon, quoi. Donc j'ai du mal. Ensuite, elle me reparle de l'ancien collègue du nouveau, qui apparemment aurait dit des choses qui sont contradictoires avec la procédure, et qu'en gros, elle m'a expliqué qu'elle nous mettrait des bâtons dans les roues pour ça. Mais j'étais là, ben, merci d'être venu, quoi. Genre, j'étais, bah, écoutez, refixons un rendez-vous. Et du coup... De toute façon, on le fera trancher par l'élu, cette histoire. Moi, c'est pour ça que j'avais été rencontré directement. Ouais, en fait, c'est là où je comprends pas, parce qu'elle m'a enfadée. Elle me dit, je lui dis, mais tout ça, ça a été réglé avec l'élu qui nous a dit que c'était bon.
Elle dit mais non, ben je dis ben vous étiez pas là. Elle me dit oui mais tu vois genre enfin commence à parler chinois. Et j'étais là, bon, la discussion ne mène à rien, elle s'est un peu plus détendue sur la fin, mais j'étais là, waouh, enfin je veux dire ce local là, ça faisait 15 ans qui était peut-être pas 15 ans, une dizaine d'années je pense au moins qui était inexploité. Oh, plus que ça je pense. Il a pris l'eau dans tous les sens, les vitres étaient pétées. C'est un centre historique qui meurt depuis quelques années, donc là on est propriétaire de 3 locales avec 3 locaux pardon, avec enfin qui génèrent quand même du chiffre donc des impôts. En fait je comprends pas c'est quoi son intérêt. Les vitrines elles sont belles, Orpi en face ils ont pas le truc PMR non plus. Pourquoi est-ce qu'à nous on nous fait chier, tu vois? Exactement, et puis surtout enfin c'est vraiment chipoté parce que comme je vous dis c'est un seuil de 10 centimètres. En vrai faudrait regarder dans les textes, j'imagine que ça doit être marqué moins de 7 centimètres ou de quelque chose comme ça, mais la vérité c'est qu'un fauteuil roulant il passe en fait. Et que la menuiserie qui est derrière pour le coup elle est aux normes, elle est suffisamment large, elle s'ouvre vers l'intérieur. En fait tout est bon sauf cette espèce de micro-seuil qui en plus je pense que ce micro-seuil qui est d'origine de la construction de l'immeuble, il doit justement permettre parce que c'est une ville qui a un gros cours d'eau à côté qui peut facilement s'inonder, qui doit justement permettre de protéger un petit peu le local en cas de grosse pluie. Donc en fait en plus ils nous font casser ça, derrière on va peut-être se retrouver avec des inondations, ils vont nous dire ah oui mais maintenant votre local est inondé, il faut faire quelque chose, tu vois. Enfin c'est typiquement les 12 travaux d'Astérix cette mairie là, donc c'est vrai qu'on en a un petit peu marre. Ouais, donc du coup en plus j'avais pas prévu de m'enfader avec elle 45 minutes, du coup je suis arrivée super en retard au bureau. Bon, visiblement mon patron était pas plus ponctuel que moi donc tant mieux, mais franchement bon voilà, boum anecdote pas fou. Bien boomer on peut le dire. C'est ça. Et voilà, on est déjà bon hein, sur les booms anecdotes. Tout à fait. On va du coup faire l'épisode de la semaine. Une belle annonce à faire pour le podcast. On espère que ça vous plaira en tout cas. Alors, bonne belle annonce, je sais pas, nous on est content de vous la faire en tout cas parce que pour nous c'est une avancée quand même. Nous c'est une avancée pour nous, ça sonne la fin du Boomer Dream etc. Et en fait ça c'est un nouveau chapitre pour nous. Du coup on est content de vous annoncer qu'on ouvre des places d'accompagnement en coaching. Alors on va vous en parler un petit peu. Après il y aura un autre sujet, je me rappelle même plus c'est quoi ce qu'on a prévu après. Bah justement c'est sur la transition. Ah oui la transition. Donc, comment ça se passe concrètement quand du jour au lendemain tu quittes? On va pas vous faire 1 heure de pub pour nos accompagnements, mais on aimerait quand même vous en parler un petit peu. Déjà pour aussi vous remercier de nous suivre assidûment. Vous êtes de plus en plus nombreux et franchement ça nous fait vachement plaisir. Ça augmente toutes les semaines, hein, franchement ça c'est top. C'est ça. Donc alors il y a quand même eu des accompagnements qui ont été bêta-testeurs là depuis quelques mois. On accompagne déjà 3 personnes depuis avant l'été. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis on a fait des consultations par-ci par-là, même en présentiel, donc c'est cool. Mais là, du coup, on aimerait développer un petit peu l'accompagnement en ligne parce que forcément, nous, on arrive à un point où notre objectif est sur le point d'être réalisé. Donc on a tous les deux notre rupture conventionnelle à partir toi t'as des missions pour création d'entreprise, mais c'est pareil, à partir de 2025 nous sommes libres, on va toucher notre chômage et ça nous permet du coup de créer une société d'accompagnement. Est-ce que tu veux parler un petit peu de pourquoi est-ce qu'on lance des accompagnements? On lance des accompagnements parce qu'en fait justement on a commencé à nous demander un peu des conseils. Là les 3 personnes qu'on accompagne elles sont issues de notre entourage ou alors en tout cas de notre réseau, surtout, en dehors du podcast. Donc à la base on n'avait pas forcément prévu d'en faire, ça peut arriver comme ça et finalement ça s'est très bien passé, mais ils nous ont servi en fait de bêta-testeurs parce que quand vous accompagnez quelqu'un vous pouvez pas vous contenter de juste dire je t'accompagne, si t'as besoin de moi tu m'appelles, tu vois. Ça marche quand même pas comme ça, faut que vous prépariez les choses en amont, faut qu'il y ait un rendez-vous, faut que vous cerniez la personne, faut que vous individualisez le plan d'action qui va être mis en place, que vous la suiviez en lui apportant des réponses, que vous adaptiez aussi parce que dans certains cas, certains vont avoir besoin d'une réponse d'une certaine manière et d'autres pas parce que chacun a un peu son propre mindset, chacun a un peu sa propre façon de réagir et ses propres objectifs derrière. Et en fait, on s'est dit que déjà ça nous plaisait parce que le plus important en fait nous c'est ce qu'on veut, c'est faire une activité qui nous plaît parce que clairement on quitte pas 50 tafs pour se lancer dans un truc qu'on n'aimerait pas. Donc on s'est dit mais finalement l'accompagnement on aime bien ça. Pourquoi est-ce que justement maintenant qu'on va être libéré de nos tafs, on le remplacerait pas par justement pas mal de choses qui vont encore arriver, mais notamment de l'accompagnement dans l'investissement, dans l'immobilier et pas que, parce qu'on a quand même plusieurs cordes à nos arcs. Sachant qu'on voit bien qu'autour de nous, je vous renvoie au tout premier épisode de ce podcast qui explique ce qu'est le Boomer Dream. En fait, on le voit bien autour de nous. En tout cas, pour ceux qui sont de notre génération, de notre âge, qui sont dans les plus ou moins
enfin qui ressentent les mêmes mots que nous, on comprend bien qu'il y a un manque de sens, etc. Et bah je veux dire, ne plus être obligé de travailler pour de l'argent, c'est quand même une chance. Alors ok, on s'est levé pour le faire, mais si on peut aider les autres à faire pareil, bah en fait ça avec grand plaisir déjà parce que bah on s'y connaît. Enfin, alors même si nos jobs nous plaisaient pas, la vérité c'est que ça nous rend quand même assez compétents. Je veux dire, moi je suis bientôt diplômée d'expertise comptable, toi t'es banquier. En fait, j'ai envie de te dire, on a toutes les certifs AMF, etc. Je veux dire, il y a quand même une solidité au niveau des connaissances et des on a les trois facettes, c'est-à-dire qu'on a à la fois notre parcours d'investisseur qui maintenant est long, on fêtera moi je fête mes 7 ans d'investissement en comptant ma période où j'avais commencé à investir en crypto, mais l'immobilier ça fera 7 ans en début d'année 2025. On a quand même tous les deux des diplômes. Toi t'es diplômé d'expertise comptable, moi je suis diplômé de droit des affaires et fiscalité. Plus on a nos expériences professionnelles dans les jobs qu'on a eu, même si comme tu disais, c'était un peu douloureux, mais on les a quand même. C'était un peu douloureux, mais on les a eu quand même. Moi, j'ai accompagné des clients en banque d'affaires, sur parfois des patrimoines pas loin des 100 millions d'euros. Donc quand même une clientèle qui était très importante. Toi, t'as accompagné des boîtes qui faisaient plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, on a vu le petit investisseur un peu à notre niveau, et puis éventuellement également dans les personnes qu'on a accompagnées. On a vu aussi le gros investisseur par le biais, les grosses boîtes par le biais de notre taf. Donc en fait, on a vraiment une facette de capacité à accompagner et à conseiller, et surtout à s'adapter en fait à la personne qui va avoir besoin de nous, qui est assez importante. Bah surtout que en fait, je sais pas si on l'a fait en mode bourrin, mais nous on a commencé l'investissement et je pense qu'on a fait peut-être quasiment toutes les erreurs qui sont possibles d'être faites. On a fait beaucoup d'expériences par nous-mêmes déjà. Oui. Alors la chance qu'on a eue, c'est que ça se complète assez bien avec nos études et notre parcours pro, mais c'est vrai que toute l'expérience derrière, elle est acquise, et toutes les étapes dans lesquelles quelqu'un qui veut commencer à se lancer là-dedans, en fait, on est déjà passé par là, que ce soit au niveau du mental ou du juridique ou juste de la manière de procéder. En fait, toutes les questions, on se les a déjà posées. Je pense qu'on a eu un nombre de cas de problèmes dans l'immobilier qui s'étend de manière assez large, et surtout en fait on a mis en place plein de règles et plein de réflexes pour limiter les risques à chaque fois, et jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant ça fonctionne plutôt bien, tu vois. Complètement, mais c'est ça, c'est qu'on a quand même acheté 45 lots en un peu plus de 6 ans, donc c'est quand même, je pense, en tout cas on nous le dit autour de nous, une belle performance. On a 3 boulots en crypto quand même, avec à chaque fois des plus-values, même si les cryptos nous ont jamais rendu milliardaires, mais en tout cas 3 fois on a affronté les bull run crypto avec des fois des moins-values latentes, mais à chaque fois qu'on a clôturé des positions, c'était toujours en positif. Quand les investissements financiers en bourse qu'on a fait, ils ont été positifs aussi. Donc on a quand même un certain recul, on a touché à tout ça, on n'est pas simplement en train de dire simplement on a lu un livre, au fait, ça avait déjà entendu parler du DCA, tu vois, je pense que ce qu'on aimerait offrir aux autres, c'est ce qu'on aurait peut-être aimé avoir quand on a commencé. Tu vois. C'est vrai que pour le coup, quand on a commencé, alors les formations en ligne, ça existait déjà, on va dire le grand boom des formations en ligne, c'est 2016, 2020, le Covid ayant donné vraiment la dernière accélération, mais l'accompagnement coaching, ça existait vraiment pas des trucs personnalisés. En plus, même les groupes, tu vois, parce que maintenant tu peux trouver des groupes d'investisseurs dans ta ville, etc. Ça, à l'époque, ça n'existait pas non plus. Enfin, moi, je me souviens d'avoir cherché, mais c'était des trucs lunaires, ou alors c'était des groupes d'investisseurs, c'était, franchement, vous vous retrouviez, c'était, on va dire, c'était pas la vibe d'aujourd'hui. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, quand vous allez dans les groupes d'investisseurs, la moyenne d'âge, elle a 35 ans. Moi, j'avais vu des groupes d'investisseurs à l'époque où, la moyenne d'âge était plutôt 60, 65 ans. Ça veut pas dire qu'ils ont pas de réseau, ça veut pas dire que c'est pas des gens intéressants, ça veut juste dire, forcément vous aurez pas la même vision, vous partez pas du même point, et même s'il y a de la transmission de savoir qui peut se faire, c'est pas aussi simple que quand vous faites presque des amis en allant dans un cercle d'investisseurs comme c'est le cas aujourd'hui, quoi. Donc c'est vrai que quand on a commencé, c'était particulier. Je pense qu'on n'était pas meilleur que d'autres, on a quand même eu le coup de pouce de nos études. Je pense que c'est notre principale carte, ça, notre principal avantage, c'est que effectivement, quand on a des bases en fiscalité, comptabilité, ça aide un peu. Et le chiffre, à l'aise avec les chiffres, on comprend vite les investissements. Moi, quand vous me filez un bien immobilier, je suis capable de calculer mon rendement tout seul de tête. Donc c'est vrai que c'est des trucs, si à l'inverse vous êtes pas du tout familiarisé avec les chiffres et que c'est des choses que vous aimez pas, ça peut être plus compliqué, mais encore là que c'est pas non plus quelque chose qui peut vous empêcher d'avancer. Je pense qu'on a quand même eu dès le début une vision, même si elle était pas du
du tout aussi mature qu'aujourd'hui. Ouais, elle mais était en construction. Hein. Faut c'est se ça. rappeler que quand on a commencé, on avait 20 ans tout juste. Bah, on avait 20 ans et je me disais que quand on aurait entre 26 et 28 ans, on aurait ce qu'il faut pour être capable de ne plus bosser. C'était ce que je m'étais dit quand on avait 20 ans. Donc tu vois, la vision était pas si mauvaise. Par contre, ce qu'on avait forcément pas anticipé, c'est l'énergie que ça demanderait, Ouais. le nombre d'opérations que ça demanderait aussi, parce qu'à l'époque, je me disais qu'avec 20 lots, ça suffisait, alors que bon, 45 plus tard, ouais. bon, oui. Enfin, 20 lots, ça peut suffire, mais pour l'objectif qu'on s'était fixé, ça ne suffisait pas. Et surtout, toutes les galères qu'on a eues, enfin, franchement, on a vécu des trucs, j'aurais voulu les imaginer, je n'y serais pas arrivé, quoi. Et alors, qu'est-ce qui peut un peu nous différencier des autres Je dis pas que les autres, enfin qu'on est meilleur que les autres ou quoi, mais c'est vrai que pour nous, le plus important, c'est de rendre quelqu'un autonome. Le but, c'est pas de vous garder 3 ans en accompagnement, ça sert à rien. Pour nous, ça sera long pour vous aussi. Et surtout, en fait, le but, c'est de vous rendre autonome, de réfléchir par vous-même, de trouver vos objectifs, de trouver la vie que vous voulez. Parce que toutes ces questions-là, on se les est posées, en fait, plein de fois. On les a remis en question plein de fois. Même quand il y a eu des moments un peu de doute, etc., en fait, le travail, on l'a fait. Et je pense que là-dessus, on peut vous aider parce que une formation en ligne, vous allez la payer 1000 balles. Super. Au niveau des connaissances, sûrement que vous oublierez la moitié, peut-être que vous la ferez même pas. Alors que si on vous fait faire, je pense que c'est beaucoup plus efficace et surtout vous allez être de plus en plus sûr de vous. Et honnêtement, pour les plus énervés, ça peut aller très vite. En plus, on distingue quand même dans nos bêta-testeurs, là, on distingue quand même deux types de mindset et je pense, alors, il y aura des sous-profils, hein, mais ces deux profils, tu veux que j'en parle des deux profils principaux? Ouais. Je pense que, il y a deux profils principaux qui vont se dégager. C'est, d'abord, vous avez, celui qui a un peu besoin d'être poussé parce que c'était clairement il moi. procrastine pas mal, il se dit que demain plus tard, c'est quand les conditions sont réunies, on va réunir les conditions parce que tu comprends, l'an prochain j'aurai une prime, du coup faut que je vende ma grand-mère, je la mettrai de côté, je puis ma grand-mère elle est un peu malade, donc peut-être que le jour où elle décédera, j'aurai quelque chose sur l'héritage, ce sera bientôt plus simple j'aurai plus pour de me temps lancer. aussi. Oui, voilà, ça c'est un peu le profil qui a besoin que d'être rassuré, ce qui est pas du tout négatif parce que en fait c'est la transmission un peu de peur de se dire je vais attendre un peu avant de passer à l'action, je vais reporter ça à plus tard et lui expliquer en fait que non, si tu veux te lancer, faut y aller maintenant parce que t'es pas obligé de faire le zinzin et d'acheter 40 silos en 5 ans, mais tu peux le faire de manière un peu plus calme en 10 ans, mais c'est sûr que si tu passes pas à l'action, dans 15 ans tu seras toujours nulle part en fait. C'est pas simplement le temps qui va t'amener quoi que ce soit, c'est surtout le passage à l'action. Et ce passage à l'action, c'est celui qu'on veut aider à amener justement en permettant de travailler en fait sur toutes ces peurs et toutes ces barrières mentales qui empêchent juste d'avancer. Et le second profil qui existe, ça c'était un peu plus moi parce que je suis quelqu'un, j'ai rarement froid aux yeux et je suis toujours en train de me dire que ça va pas assez vite. C'est au contraire celui qui se disperse, qui veut tout faire en même temps. Ah, il y en a, ils sont chauds, on commence par quoi et en fait ils sont sur 15 milliards de plans en même ça, temps c'est et que, ça malheureusement quand tu veux te lancer dans l'immobilier, t'es pas là en train de te dire ok, première opération, immeuble de 20 lots, 1 million d'euros, je suis chaud. Alors tu trouveras toujours quelqu'un sur internet qui l'a fait, mais vraiment c'est pas une bonne idée. Faut faire les choses étape par étape. Et même quand t'as une motivation de fou et que tu veux passer à l'action très vite, en fait t'as besoin d'une vision pour pas t'éparpiller. Parce que sinon tu commences à faire n'importe quoi, t'as pas de plan. Et en fait si t'as pas de plan, tu vas vite te retrouver à faire des erreurs, à perdre du temps, voire à retourner à la case départ si ça se passe vraiment pas bien. Et c'est pas non plus ce qu'il faut. Il faut quand même prendre le temps. Les premières années, elles sont longues. T'as du mal à avoir ça. On l'a toujours dit, mais l'immobilier c'est exponentiel. C'est-à-dire que vous commencez, vous achetez un appartement, vous vous rendez bien compte qu'un appartement, ça vous rendra pas rentier. Et le souci, c'est que la première année, t'achètes un appartement ou deux peut-être, et après, en deuxième année, t'achètes un immeuble avec 5-6 appartements, puis troisième, quatrième année, tu fais 2-3 opérations comme celle-là, et en fait, tu vas de plus en plus vite, tu passes sur de plus en plus grosses opérations, et t'as à la fin de plus en plus de cash flow, de plus en plus de loyers, et ça augmente de manière exponentielle d'année en année. Nous, on voit, là, en un an, on a quasiment doublé notre parc. Ouais, c'est un truc de... Et au final, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a autant de lots, on n'a pas acheté 7 ou 8 lots par an en 6 ans. Non, la première année, on en a acheté 1, la deuxième année, on en a acheté 4, et après, ça allait comme ça, crescendo, où cette année, on en a acheté plus de 20, quoi. C'est ça, je pense qu'en fait, il faut le premier investissement, le deuxième à la limite, et en fait, après, il faut prendre les mêmes et recommencer à chaque fois, et vous allez voir que c'est pas si dur, et qu'au final, c'est à la portée de celui qui veut bien, et nous, on est là pour juste vous,
lancer le petit... Lancer la machine. Voilà, lancer la machine et après, vous souhaitez tout ce qui est possible pour atteindre vos objectifs. Et si même, par exemple, vos objectifs pour vous, ils sont pas clairs, là aussi, alors pas Julien, mais moi, je suis longtemps passée par des phases comme ça où je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, je ne savais pas ce que j'aimais, je ne savais pas ce que je ne voulais pas, je ne savais pas où ce que je voulais aller. Bah tout ça, on peut vous aider aussi si c'est un souhait. D'ailleurs, enfin, on en parlera pour le déroulé du coaching, mais en fait, il faut savoir où on va. Et la remise en question, elle est jamais facile, et nous, on peut vous aider par là, parce qu'on a moi, je suis déjà passé 15 000 fois par là, et du coup, tout à fait, comme tu dis, c'est apporter la vision, fixer les objectifs, également mettre en place les à côté, parce que lancer le premier investissement, c'est bien, mais si tes à côté, et quand je parle des à côté, c'est ta capacité à t'organiser, ta capacité à mettre de l'argent de côté, à avoir des finances personnelles qui sont saines, à quand même ne pas uniquement, parce que bon, on parle beaucoup d'immobilier dans le podcast, parce que c'est ce qu'on a fait le plus, et on le sait quand on le voit dans les abonnés, dès qu'on fait un sujet qui sort un petit peu, qui touche pas directement à l'immobilier, souvent ça plaît un petit peu moins que quand vraiment on fait des épisodes où on parle quasiment que d'immobilier. Mais franchement, moi je le pense, et c'est ce qu'on a fait, et ça a été une de nos forces, même si je pense qu'on en parle pas assez dans le podcast, tu vois, et ça c'est peut-être quelque chose, parce que je trouve que c'est plus difficile à appréhender, mais c'est vrai que les investissements qu'on a fait à côté en crypto et en bourse directement, ça a vraiment été des gros accélérateurs qui nous ont permis justement d'avoir la capacité à faire les apports sur les opérations, et on avait investi en crypto ou en bourse par les cash flows, donc on a vraiment eu cette ambivalence, on avançait sur nos deux jambes, la jambe de l'investissement immobilier avec effet de levier d'un côté, et l'investissement avec des stratégies, on a cherché des gros rendements, beaucoup de plus-value, en prenant certes pas mal de risques sur les cryptos et la bourse, mais bon, ça a jusqu'ici payé assez bien, donc faut être capable de le faire, et ça c'est ce qu'on est capable de vous apporter, parce que justement nous on a fait ce travail-là d'avancer, mais ça passe avant tout par vraiment avoir des bonnes finances personnelles, amener un beau dossier à la banque. Ça sera le meilleur moyen que vous ayez votre crédit ultra facilement, c'est que vous ayez un compte qui soit joli et pas un compte qui passe tout le mois en découvert et où il y a des opérations de jeux en ligne ou de paris sportifs que le banquier veut pas voir, quoi. Ouais, voilà, en fait, le but, c'est de vous faire profiter de tout ce qu'on sait, de toutes les leçons aussi qu'on a retenues au cours des 6 dernières années, et de vous en faire profiter pour que ça aille le plus vite pour vous, de manière la moins risquée possible, et voilà. Et si on devait un peu décrire comment ça se passe un coaching, alors déjà, faut prendre contact avec nous, c'est la première étape. Si vous voulez prendre contact avec nous, ça se passe en DM sur Instagram. Là, d'ici quelques mois, on aura un site internet, un autre compte Instagram dédié, mais bon, là, actuellement, c'est pas dans les urgences, donc ça va arriver. Mais là, vraiment, si vous voulez nous contacter DM sur Instagram directement à Quitte le Boomer Dream. Ça passe déjà, si vous êtes intéressé, on vous envoie un questionnaire qui permet de nous déjà vous cerner et savoir si vous répondez aux critères pour qu'on puisse vous accompagner, parce que vraiment on fait ça pour vous avancier, on fait pas juste ça pour avoir le prix d'un coaching tous les mois si malheureusement vous n'avez pas les capacités financières à pouvoir vous lancer dans l'investissement. On vous prendra pas en coaching parce que même si vous voulez apprendre, ça vaut pas le coup, on pourra pas avancer parce que il faut que vous ayez des revenus réguliers, alors soit en CDI, soit des CDD dans des métiers où vous allez avoir par exemple 3 ans de CDD ou au moins 2 ans à votre compte si vous êtes chef d'entreprise, ou à l'inverse si vous êtes profession libérale. Ça va être vraiment des prérequis, que vous ayez quand même une situation financière relativement stable, en mode en fait, il faut qu'il y ait une mise en action qui soit possible. En fait, voilà. Si vous pouvez pas agir, déjà vous, ça va vous frustrer, nous on va pas pouvoir vous aider, et si on peut, on peut aider à mettre de l'ordre, mais je veux dire c'est que voilà, c'est à un moment donné on veut vraiment que vous passiez à l'action, et l'idée c'est que quand on démarre un coaching, au bout de 2 mois maximum, vous avez trouvé votre premier bien, et c'est sûr que votre première opération est bouclée en 4 à 5 mois, quoi. C'est vraiment l'idée. C'est ça. Du coup, il y aura ce questionnaire-là à remplir. Après, donc du coup, si vous êtes retenu, après on fait un entretien. Exactement. Qui met 1h30. Ouais, qui dure bien 1h30, parce que ça permet nous en fait de dégrossir le questionnaire, de vraiment vous cerner, de vous commencer à construire ensemble vos objectifs et la vision qu'on va mettre en place, et surtout de créer le plan d'action qui va permettre d'actionner les objectifs qu'on aura fixés ensemble. Et c'est ce plan d'action qui va animer
tout l'accompagnement qu'on va faire ensemble, et qui va permettre de voir à la fois comment vous avancez et comment est-ce qu'on passe à l'étape d'après. Parce que ça, c'est aussi le truc, et ça, c'est ce qu'on a vu avec les personnes qu'on a déjà accompagnées, c'est qu'effectivement, des fois, il y a les étapes en mode, ok, comment je fais pour trouver un bien? J'ai trouvé un bien, je l'ai négocié, et maintenant, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, après, il faut aller voir la banque, il faut d'abord aller voir le notaire, après, tu vas voir la banque, après, il y aura la mise en location. Avant la mise en location, il y a éventuellement des travaux. Une fois que t'as fait la mise en location, tu peux déjà commencer à regarder l'opération d'après, voire même un petit peu avant. Enfin voilà, il y a plein d'étapes qui doivent s'enchaîner. Nous, on vient justement vous accompagner là-dessus et rendre en fait le plus smooth. Moi, je dis mon coach, il dit toujours smooth quand on parle de sport, mais là du coup c'est lisser vraiment votre passage à l'action. Et après, une fois qu'on a mis ce plan d'action en place, on fera des calls ensemble à peu près 3 fois par mois, c'est-à-dire une fois toutes les 10 jours. Ça permet de voir l'avancement, si vous êtes en recherche IMO, si vous avez une problématique qui se pose. En fonction du plan d'action, souvent on a remarqué que c'est peut-être pas pertinent de vous caler un call par semaine. Souvent, il y a ça, en fait, ça dépend de des fois ça avance pas assez en une semaine, du stade où on en est. Souvent on en a besoin, souvent pas trop non plus. Donc ça dépend vachement. 3 fois par mois, c'est déjà bien. Ça vous permet de les placer plus ou moins quand vous voulez. Ouais, sachant que c'est des calls qui durent quand même 45 minutes, donc on peut voir pas mal de sujets ensemble. On peut vraiment dégrossir ce qui a été fait. Et c'est en complémentarité, bien sûr, du WhatsApp qui est 24/24. Donc, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'en plus, forcément, il y a un suivi WhatsApp qui est tous les jours, hein, même on vous répond même le dimanche, il y a pas de souci. De toute façon, c'est notre quotidien et ça nous passionne. Donc forcément, quand vous avez des questions, des urgences, ou imaginons vous avez trouvé un bien, vous voulez notre avis dessus, si vous pensez, si nous on pense que c'est une bonne affaire ou pas, vous pouvez nous l'envoyer, on vous répond dans la journée. Donc voilà, c'est tout ce qui vous permet d'avancer et de réussir vos objectifs. Et en complément encore de ça, on fera 2 séances par mois sous forme de webinaire. Donc ça sera avec la promotion de coachés qu'on va accompagner, où ça permettra à la fois de répondre à des questions assez générales qui ont pu être vues individuellement, ou d'avancer sur certains sujets un peu techniques comme la fiscalité, le dossier bancaire ou autre. Exactement. Donc pour commencer, on ouvre 5 places en prix bien évidemment préférentiel vu que c'est le lancement. Exactement, ça nous semble bien, parce qu'on est toujours en train de vous dire dans le podcast qu'on est débordé, et c'est un moment où il faut être cohérent et pas vous dire on va en prendre 30 alors qu'en fait on pourra pas bien vous suivre quoi. Donc non, là on en prend 5, on sait que de toute façon vous aurez accès c'est vrai, c'est plutôt moi qui mènerai les entretiens et les calls, parce que c'est plus ce que j'aime faire, mais après sur les retours etc, il y aura également la préparation des webconf. Marie participera beaucoup aussi. Et de toute façon après sur nos deux, nous on en parle à chaque fois, donc des fois quand il y a des problématiques qui sont plutôt comptables, des fois c'est elle qui intervient, ça dépend. Mais dans tous les cas, 5 personnes plus celles qu'on suit déjà, on arrivera à le faire facilement chaque semaine. C'est ça. Donc voilà, on est content de vous annoncer cette nouvelle aventure. Ouais, je pense que c'est une belle avancée, et que ça permettra de faire un peu, parce que on a essayé d'apporter beaucoup de conseils, de faire un peu progresser éventuellement les auditeurs qui nous accompagnent sur le podcast, et là on passe à l'étape d'après. Ouais, il y en a plein qui sont super assidus, mais ça sur le podcast, pourtant on a l'impression de vraiment donner de la matière, et on sent quand même qu'il y a les questions qui débordent à côté, tu vois. En fait, l'accompagnement, c'est quand même complémentaire du podcast, parce que même si des fois on a déjà donné la réponse, souvent le temps que ça se mette en place, que la personne se l'approprie à son propre cas, etc., c'est vrai que c'est pas si facile. Donc et puis c'est un peu tout bête, mais c'est que par exemple quand vous étiez dans les études, c'est pas parce qu'on vous a fait un cours sur un sujet que forcément vous maîtrisiez tout. Non, vous aviez retenu un certain, peut-être 5 à 15% de ce que vous aviez écouté dans le cours qui vous restait vraiment à la fin, et encore ça c'est sur un cours qui vous intéresse. Et forcément quand on fait un accompagnement individualisé, vous en gardez beaucoup plus. C'est comme peut-être un jour vous avez eu un prof de maths particulier, un prof de français, vous a beaucoup plus fait progresser que quand vous aviez un cours un peu général où vous étiez dans une classe de 30 ou 50 personnes quoi. Clairement. Donc voilà, on est content. On espère que vous êtes contents. Nous en tout cas on l'est. Et du coup on va passer à la deuxième partie de cet épisode, parce qu'on va pas passer 1 heure à faire de pub non plus, faut pas déconner. Ouais, c'était juste histoire déjà de vous présenter, et puis si vous êtes intéressés, vous n'hésitez pas à nous DM. Clairement. Donc, ensuite, on va parler, c'est un sujet qu'on s'était mis de côté et qu'on voulait aborder avant la fin de l'année. Petit sujet, donc on pensait que ça irait bien dans cet épisode pour pas non plus qu'il dure 3 heures. C'était de parler un peu des conséquences pratiques de ça y est, vous avez atteint vos objectifs financiers, vous avez quitté le Boomer Dream,
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe, un petit peu les pièges à éviter et un peu de se visualiser ce moment-là et éventuellement quelques conseils que moi personnellement je me suis déjà posé parce que je me prépare. En fait, moi j'aime bien m'imaginer, me projeter et je me prépare dans l'année 2025 qui va arriver et en fait ouais, ça va quand même changer pas mal de choses, de plus être obligé de se lever tous les matins pour aller au boulot, boire le café avec ses collègues à 10h et de récupérer énormément de temps dans sa journée. Parce que la classique rat race, c'est du 9h-17h. Après, bon, en fonction de votre taf, ça peut être un peu différent. Mais qu'est-ce que vous allez faire de tout ce temps qui va se libérer? Ouais, tu sais que moi, je gagne 2 heures par jour déjà, rien qu'en trajet. C'est fou. Ouais, en attendant les emboutages, moi c'est exactement pareil. Pourtant, je vous assure qu'on habite à côté de Montpellier. Ouais, on est collé à Montpellier, mais... H24, donc. Mais déjà, 2 heures, c'est énorme. C'est énorme. Ah, mais dans ta journée, ça fait tout de suite une différence. Tu peux récupérer soit sur ton sommeil pour te lever un tout petit peu plus tard, soit tu peux déjà faire une autre activité. Et en 2 heures, tu peux commencer à investir, par exemple. Non, je plaisante. Je pense déjà, le premier truc, c'est de pas se dérythmer. Moi, je me connais. Si on m'enlève le réveil, je vais pas me lever le matin. Donc je pense que c'est bien déjà de garder un rythme en fait, de se lever le matin quand même si c'est pour pas aller au travail, au moins de se lever toujours à la même heure, essayer de se coucher plus ou moins à la même heure aussi, dans des horaires raisonnables. Alors je sais que par exemple, on a des potes qui font de la force et alors vraiment c'est un mystère. Ils sont décalés. Ils se lèvent entre 10 et 11 heures, je sais pas comment ils font. Mais du coup, ils se couchent plus tard. Ils se couchent tard aussi. Et beaucoup travaillent le soir aussi, tu vois, c'est des rythmes un peu différents. Mais t'as raison, je pense que c'est le premier truc qu'il faut, c'est organiser son temps et pas tomber dans le fait de, bon, certes, ça peut arriver. Moi, j'ai eu des personnes qui avaient quitté leur taf, qui disaient, moi, vraiment, ce que je kiffe faire, c'est pas mettre de réveil le matin. Bon, si vous réveillez naturellement, c'est bien. Mais maintenant, moi, je sais que par exemple, j'aime bien avoir un réveil parce que j'aime pas dormir trop tard. Au contraire, des fois, je me sens trop fatigué. Enfin, je me sens plus fatigué quand je dors trop. Donc, j'aime bien toujours avoir un réveil qui permet d'avoir juste ce qu'il me faut de sommeil et puis le mieux, c'est toujours de se lever à la même heure tous les jours. Donc, moi, typiquement, le réveil, ça, je vais pas le quitter. Ce que je vais faire de différent, en revanche, c'est ce que je fais après mon réveil et la vitesse à laquelle je vais devoir le faire, tu vois. Mais c'est sûr que dans tous les cas, il faut rythmer vos journées et pas tomber dans le fait de commencer à procrastiner et à rien faire de vos journées, un petit peu végéter sur les réseaux sociaux, chez vous, en train de vous dire bon c'est génial, j'ai du temps, mais au final je fais pas grand chose parce que finalement, je pense que si vous quittez votre taf, c'est pas pour rester chez vous à rien faire. Sinon, je pense que c'est un peu dommage et en tout cas, c'était pas un objectif suffisamment fort que pour passer à l'action. Donc, je pense qu'en tous les cas, c'était pas ce que vous projetiez quand vous vous êtes lancé dans l'investissement. Et le pire, c'est que je pense que ça peut aller jusqu'à des syndromes un peu dépressifs, en mode t'es chez toi, tu sais pas ce que tu dois faire, tu t'ennuies, tu te sens un peu déconnecté parce que forcément tes amis, ton entourage, on t'en parlera tout à l'heure, eux ils sont au taf, etc. Donc je pense que tout de suite il faut se mettre un peu une routine, savoir ce que vous avez envie de faire dans votre journée, peut-être du sport, faire les différentes activités que vous aviez prévues, la gestion quand même de vos investissements parce que ça prendra quand même toujours un peu de temps. Je pense que c'est ça aussi, il faut savoir un petit peu, est-ce que vous voulez travailler toute la journée, parce que là aussi on en reparlera du travail, je pense que c'est important de garder quand même un truc qui fait un peu fonctionner votre cerveau, qu'importe si ça ça génère du revenu ou pas, mais déjà se lever, déjeuner, rythmer par rapport au repas, etc. Je sais que nous, entre midi et 2, on s'entraîne tout le temps. Ça fait, parce que nos jobs salariés nous permettaient de faire ça, et du coup, c'est vrai que, au moins, ça fait une pause à midi, et on repart après l'après-midi, free et dispo, comme on dit. Donc ouais, c'est important, comme tu dis, d'avoir une routine, et du coup, de refaire ça tous les jours. Et je pense que d'ailleurs, c'est moins fatigant de faire ça 7 jours sur 7 que de faire ça, 4 ou 5 jours. Vendredi. Ouais, clairement. Je pense que le week-end, il faut garder le même rythme aussi, de se lever à la même heure, de se coucher à la même heure et de faire plus ou moins les étapes clés importantes de la journée. Et même si c'était pas toujours évident, c'est à peu près ce qu'on faisait aujourd'hui. C'est que, en vrai, ça fait quasiment 2 ans, tous nos week-ends, on travaille. Alors, des fois, on travaille moins que la semaine parce qu'on n'a pas je me lève plus tard quand même le week-end. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu dois rattraper un peu le sommeil qui te manque parce que tu dois te lever plus tôt pour aller bosser la semaine. Mais une fois que t'as plus ça, tu te lèveras plus tôt le week-end. Et au final, le week-end, nous aussi, aujourd'hui, on travaille toujours un peu. On a le sport à midi. Alors, des fois, on fait d'autres activités parce que c'est le week-end. Mais en soi, ce rythme-là, on a déjà essayé de le prendre. Mais t'as raison, faut le tenir quasiment tous les jours. Et que finalement, le fameux lundi, ça devienne un jour comme les autres et que tu vois pas la différence. Parce que finalement, t'es pas déprimé parce que c'est dimanche soir et qu'il faut y retourner. Là, on est dimanche soir et je suis déprimée parce que t'as même pas retourné.
Non, mais il y a de ça. Il y a aussi, je pense, ce qui fait une différence. Alors nous, notre cas est un peu peut-être particulier, mais on a décidé on a décidé d'être au chômage pendant 18 mois. Ouais, t'as raison, c'est vrai, tout ce qui va être conséquent sur les revenus. Ouais, parce que du coup, en fait, il faut l'accepter aussi, c'est une perte de salaire. Moi, je suis à 3000 euros net. Toi, t'es un peu plus que moi au niveau du net. Je suis à 3006 cette année. Voilà, 3006. Forcément, au chômage, je crois que c'est 60 ou 70% de nos revenus. Ouais, c'est un peu moins, on va être grosso modo à entre 65 et 75% de nos anciens revenus, ce qui est bien, mais en fait ce qui est important c'est que certes maintenant on s'est créé tout un patrimoine d'investissement avec du revenu, etc., avec différentes sources de revenus, mais il va y avoir une certaine fluctuation sur ces revenus parce que là typiquement on s'est dit que cette année on a eu beaucoup de problèmes, on n'a pas encaissé autant de loyers qu'on aurait dû, ça peut potentiellement nous arriver l'année prochaine, peut-être encore l'année d'après, etc. Donc il y a des moments où on va avoir des rentrées qui seront peut-être supérieures à ce qu'on attendait parce qu'on aura fait une bonne affaire, et à l'inverse des fois on va avoir quelques pertes parce que l'investissement on gagne pas à tous les coups, et ça faut être capable de bien le vivre, et surtout de bien le vivre en se disant qu'aujourd'hui nos cash flows, comme on avait nos salaires, on n'en vivait pas, demain on va en vivre, donc il faut être à l'aise de savoir que tu as une fluctuation sur le revenu que tu as tous les mois, et alors que justement avant tu avais ton salaire et que t'as cette impression de sécurité de te dire que peu importe ce que tu faisais au taf, à la fin du mois t'étais payé pareil par ton patron, et c'est vrai que pour le cerveau ça avait quelque chose de rassurant en fait. Et comme tu dis, je pense que c'est une chose à organiser aussi, de faire la transition sur les revenus. Nous on va pouvoir avoir notre chômage en plus légalement parce que le système le permet ainsi, et d'ailleurs on a eu quelques critiques dans notre entourage qui nous disaient je comprends pas, vous quittez votre taf, vous avez des revenus passifs, vous touchez le chômage. Vous critiquez l'État français, mais vous prenez bien votre fromage. Votre chômage, voilà, t'es fatigué. Pardon. Mais en fait oui, on a lâché 500 000 balles à l'État français entre les impôts, les cotisations sociales, etc. En fait les 5 dernières années, 500 000, donc pas juste cette année. Oui, pardon, oui. Sur les 5 dernières années, donc en fait, oui, on a le droit de faire une petite rétribution quand même pour les 18 prochains mois, et parce que c'est toujours pareil, tu vois, je fais une aparté, mais à ce moment-là, s'il y a pas de chômage, y a pas de souci. Moi, je touche pas mon chômage, mais on me rend 50% des impôts que j'ai payés les 5 dernières années, et limite, je serais beaucoup plus gagnant, parce que là, avec le chômage, on va même pas en récupérer 10%. Donc... Sachant qu'il diminue à chaque fois, en plus, et puis les conditions pour y accéder sont vraiment chiantes, donc et puis, à un moment donné, tu sais, c'est la loi, tu remplis la loi, ok, t'as droit à un truc, tu le prends, parce qu'en fait, à un moment donné, tu payes dans le système. Et j'ai vu, c'est l'épisode de la semaine dernière, ou l'épisode tu pars à la retraite alors que t'es en forme, tu vois, c'est, bon, en fait, c'est ça, t'as raison, légal, tu vois. C'est un bon exemple. Enfin bref, du coup, nous, on peut faire la transition par ce point-là. On vous encourage à faire une transition de ce type-là. On aurait pu faire aussi quelque chose auquel on a pensé, qu'on a décidé de pas faire, mais ça aurait été de faire un temps partiel. Oui, moi ça m'a été proposé. Du coup, par mes patrons, j'ai dit bonsoir non. Oui, parce que clairement, c'était pas dans nos projets, mais c'est quelque chose que vous, éventuellement, dans votre cas, vous pouvez faire, et particulièrement si c'est une activité non salariée que vous avez, c'est-à-dire dans tous les cas, vous pourrez pas avoir le chômage. À ce moment-là, ça peut être une manière de se rassurer un petit peu, transitionner vers le Charlotte et Laurent de Money Mindset qu'on a reçu il y a 2-3 semaines, ouais. C'est ça. Oui, ils font ça, et en vrai c'est une super idée parce que du coup, pourtant ils ont des gros postes, hein. Mais d'après ce que j'ai compris, financièrement c'est vrai que ça a des conséquences, mais en fait ils libèrent tellement de temps, et je pense que c'est plus en douceur et moins abrupt que pour nous, tu vois. Donc je trouve qu'en fait effectivement c'est une bonne stratégie aussi de passer à un temps partiel. Tout à fait. Après en France on n'est pas trop chaud généralement pour les temps partiels. Ouais, après ça va dépendre des secteurs d'activité. Ça dépend de la négo après. Tu vois, moi j'ai eu le cas avec un client qui était parti à la retraite et qui, malgré qu'il était à la retraite, il continue à bosser en auto-entreprise 1 ou 2 jours par semaine pour son ancien employeur. Donc en vrai, quand on veut, on peut, tu vois. C'est ça. Mais je pense que ce qui va être après encore beaucoup plus important, ça va être de vous refixer des objectifs. Ouais, et ça c'est de nouveau, je pense que c'est une petite étape mentale à passer, parce que tu te remets tout en question avec d'autres paramètres, d'autres champs des possibles. T'as atteint ton objectif, t'as quitté Boomer Dream. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ouais. C'est quoi le plan? Surtout quand t'as plus la contrainte financière en soi. Ouais, après, la contrainte financière, je pense que tu l'auras toujours un petit peu si ton rêve c'est d'avoir un yacht ou un jet privé. Ouais.
Je pense que tu peux encore investir quelques années de plus, mais en tout cas, ça peut en tout cas servir d'objectif. Et puis, c'est surtout de se dire, bon, mais maintenant que j'ai enfin mon temps, que je peux enfin, entre guillemets, faire la vie dont j'ai rêvé, quelle va être, comment je la définis, et éventuellement, nous, je pense en tout cas, on l'encourage d'avoir une activité professionnelle, si ce n'est une activité professionnelle, pas nécessairement pour gagner de l'argent, parce que si effectivement vous avez atteint vos objectifs, vous êtes là en mode, moi, je vois pas pourquoi je ferais plus, j'ai ce qu'il me faut, très bien, ça peut être, travailler dans l'associatif, ça peut être aussi aider un de vos proches qui a une société ou je sais pas quoi à l'accompagner. En fait, c'est du travail qui va vous permettre de rester actif, de, comme tu le disais tout à l'heure, de continuer à travailler intellectuellement. Et en réalité, ça sera, je pense, un travail qui sera dans tous les cas sympa, parce qu'en fait, si c'est nul, bah vous pourrez arrêter du jour au lendemain, vu que vous n'en avez pas besoin pour vivre. Et alors, il y a les objectifs professionnels et il y a aussi les objectifs perso, tu vois. Et là aussi, je pense que c'est bien de s'autoriser un petit peu à tout ce qu'on s'est un petit peu refusé parce que bah c'était pas la priorité pendant les quelques années qui précèdent tout ça. Bah c'est bien de pouvoir les réaliser. Moi, j'ai noté plein de trucs sur ma bucket list, genre passer le permis bateau, tu vois, des trucs où je me suis dit, je ferai ça plus tard à chaque fois, m'améliorer en anglais, je peux écrire un livre, tu vois, tout ça, ça rentre en compte et tout est possible au final. Tu sais que c'est marrant, parce que, bon, ça fait une petite anecdote, mais moi j'en étais fait une gigaliste comme ça au tout début. Genre je pense que la liste j'ai dû la faire il y a genre au moins 5 ans. Et j'y ai plus touché depuis, parce que franchement j'ai eu tellement la tête dans le guidon en mode le seul objectif c'était continuer les investissements. Ça fout les morts quand tu la regardes et tu sais que tu peux rien faire, tu vois. Bah c'était un peu ça, et puis surtout je te jure j'avais tellement la tête dans les investissements que j'étais pas vraiment en train de me projeter. En fait je cherchais pas ce que je pourrais faire plus tard, j'étais là d'abord règle ce qu'il y a à régler et après on verra. Mais t'as raison, parce que je viens du coup de m'en souvenir qu'elle est quelque part dans l'ordinateur qui a pris la flotte. Qui a pris du mais ça va, le disque dur est sain et sauf, donc je l'ai pas perdu. Ben je vais pouvoir la réouvrir. Je pense que je ferai ça pour le premier. Je pense que je vais mettre un rappel sur le téléphone. 1er janvier, je l'ouvrirai et on fera la liste de ce qu'on fera l'an prochain. Franchement, ça peut être fun. Non, mais moi, je l'ai même sous les yeux là. Ouais, j'ai écrit aller aux USA, écrire un roman, aller à un festival, aller à un concert, passer le permis bateau, aller sur une île. Bon, me marier, c'est bientôt fait. Jouer une chanson au piano, améliorer mon anglais. C'est des trucs cons, tu vois, mais des trucs que j'ai absolument pas eu le temps de faire les 5 dernières années. Et rien que quand je la vois, ça me met le smile. Tu vois, tu sais, moi, j'ai noté plein d'endroits de vacances parce que, tu sais, c'était à l'époque, en plus, je sais pas, il y a 5 ans, on était quoi? On était en 2018, 2019. Tu sais, c'était un peu la mode des influenceurs voyage, etc. Ouais. Ça existe toujours aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment le boom. Et ils allaient dans tellement de trucs vachement atypiques. Que je notais les noms des lieux en mode ça c'est stylé, faudrait que j'y aille un jour, tu vois. Et du coup j'ai une liste entière d'endroits stylés où on pourra partir en vacances si à un moment donné on sait pas où partir. Super, je suis contente bébé. Mais je l'ai pas sous les yeux, alors je peux même pas donner un exemple. Aussi un truc qui est important, je pense, à prendre en compte, c'est l'entourage, leur préparer un petit peu. Alors nous on l'a essayé de le faire les 2 dernières années. Je pense que c'était assez lointain dans leurs esprits, mais en fait ça se rapproche doucement. On sent que des fois on nous prend encore pour des zinzins, mais en fait il faut les prévenir que le rythme va changer pour vous et que il faudra pas s'étonner. Enfin moi mes parents ça les stresse quand je leur dis que j'arrête de travailler, ils sont là. Ouais, ta carrière. En fait, si tu veux, si je me fais chier comme ça depuis 5 ans avec des locataires, des notaires, des banquiers, c'est justement pas pour ma carrière en fait. c'est ça le plan. Clairement. En fait, je pense que ça peut être un peu déroutant. Alors faut pas se braquer, etc. Ça peut être déroutant pour eux autant que pour vous, mais faire aussi accepter un petit peu ses choix à son entourage, tu vois. Parce que en fait, le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est de vous mettre leurs croyances limitantes dessus. Alors, je sais, Simon, mon père, il m'a dit, Bibi, on va manger ensemble. Oui, on va manger ensemble. Il m'a dit, faut que tu prolonges d'1 an. Le boomer dream, en gros. J'étais, mais pourquoi faire? Il m'a dit, mais non, il faut que ce soit sécurisé, il faut que, des raisons qui avaient pas, je pense à ses yeux peut-être un peu de sens, mais moi je comprenais pas en fait où est-ce qu'il voulait en venir et pourquoi faire. Oui, surtout en plus, il avait pas tous les paramètres, tu vois. Mais c'est ça, c'était ses croyances sur, genre en mode, il serait même pas capable de dire combien on a de l'eau, tu vois. Je pense pas, ouais. Donc du coup c'est, attends, tu sais même pas combien on gagne tous les mois, du coup pourquoi tu veux qu'on prolonge 1 an de plus, tu vois, c'est, en fait tu nous donnes une information sur la strat sans avoir tous les paramètres de la strat, tu vois, c'est ça, et puis bon, enfin moi je me formalise pas, c'est pas grave, il peut me mettre en garde s'il veut, je suis grande, mais c'est vrai que, ça peut être des réactions, tout le monde va pas exploser de joie parce que vous allez arrêter de travailler, que quand vous leur expliquez que c'est la fin du boomer dream, surtout pour ceux qui sont plus âgés, je pense. Parce que tu vois, ceux qui sont plus jeunes, je pense à mes sœurs d'ailleurs,
elles trouvent ça trop bien, tu vois, parce qu'elles ont même pas commencé à travailler, qu'elles trouvent ça déjà bien. Donc c'est peut-être un peu générationnel aussi, donc je pense que c'est de préparer le terrain et de préférence pas 6 mois à l'avance, au moins une grosse année à l'avance. C'est vrai que t'as raison, auprès des jeunes ça passe mieux, parce que par exemple hier soir il y a une amie que j'avais pas vue depuis pas mal d'années avec qui on a parlé un peu de tout ça, et en fait elle était absolument pas au coururant que on avait fait tout ça, qu'il y avait le podcast, qu'on investissait, etc. Donc quand je sais pas, je voulais l'expliquer en 10-15 minutes, elle était là, mais c'est un truc de fou. J'étais là, oui, ouais, enfin beaucoup travaillé, mais oui. Donc préparez votre entourage parce que c'est pas si facile. Oui, et en fait c'est marrant, c'est comme on dit toujours, hein. Moi j'avais dit quand j'ai commencé à investir, j'en ai quasiment parlé à personne parce que voilà, j'avais pas envie d'avoir les croyances limitantes des uns et des autres. Là, faut faire le truc un peu différemment, c'est qu'il faut déjà faut directement leur amener les preuves de ce que vous avez réussi et commencer à les préparer longtemps à l'avance. Moi je sais que par exemple mes parents, ça fait au moins 2-3 ans que je leur dis on va finir par quitter notre job, et au début j'avais les trucs en mode mais non, mais c'est pas possible, t'auras pas assez, et t'es sûr, et si t'as un problème tu fais quoi? Et aujourd'hui en fait ils voient tellement que genre vraiment faut que j'arrête là parce que je commence à être fatigué, tu vois, que là maintenant ils ont compris que non, c'était plus il y avait pas de retour arrière, quoi. Et parce que là aussi sur le podcast on parle beaucoup de tout ça, mais dans la vraie vie on ne parle pas du tout, ou du moins avec soit notre entourage très proche, soit ceux qui sont plus ou moins à même de comprendre. Sinon on parle jamais de ce qu'on fait dans l'immobilier, dans l'investissement. Du coup t'as ton amie que tu connais depuis que t'es petit, elle sait pas, mais c'est normal qu'elle sache pas. Ouais, c'est normal parce que on en parle pas énormément. Après, maintenant on va dire que tous nos amis proches et notre famille le savent. Ouais, ils le savent plus ou moins, mais ils se rendent pas compte à quel point des fois, je pense. Aussi. C'est ça, et aussi parce qu'on a fait des choix un peu différents et éventuellement on vous recommande de faire la même chose, c'est qu'à un moment donné il faut s'entourer de personnes qui auront la même vision que vous. Et ça, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que nos investissements, nos galères, nos avancées, nos échecs, etc., on en parle avec d'autres personnes qui vont être dans le même mood. Alors, pas forcément de l'investissement ou pas forcément de l'immobilier, mais qui vont, soit on a des amis qui sont entrepreneurs à leur compte, parfois dans des activités différentes de la nôtre, mais on se comprend en fait, on a la même vision, on a le même truc d'avancer, et puis on est un peu chacun dans son coin, chacun dans sa niche, tu vois, et au final c'est ce qui fait un peu le lien. Bon, on était amis avant pour d'autres raisons, mais je veux dire, ce qui fait qu'on va s'échanger un peu les problèmes que chacun a sur son business ou ses investissements, c'est le fait de justement qu'on ait la même vision et qu'on ait ça qui soit important. Parce que ça, en plus, ça me fait un peu pour l'anecdote, un pote qui est influenceur, qui commence à vraiment bien grossir, mais qu'on connaît déjà d'avant qu'il soit influenceur, en fait. Et c'est vrai qu'il professionnalise vachement son activité, etc. Et en fait, des fois, il dit à Julien, je suis contente d'en parler à toi, parce que moi, tu comprends un peu. Et c'est vrai qu'on peut vite se sentir tout seul. Et là, en ce moment, on fait pas mal de rencontres, etc. Et en fait, c'est vrai que ça fait du bien de voir des gens qui sont un peu dans le même mood, ou qui ont des galères aussi grosses que les nôtres, et je trouve que ça fait vachement relativiser. Ça fait relativiser, et puis bon, vous verrez, je pense que la vie est bien faite, vous aurez aussi des amis qui sont capables de mieux le comprendre. On a aussi beaucoup d'amis qu'on a rencontrés dans le cadre des sports qu'on pratique, mais qui ont des activités de coaching en ligne dans le domaine du sport, qui ont des boîtes dans le domaine des équipements sportifs, voire qui ont des chaînes YouTube ou des gros comptes sur les réseaux sociaux, etc. Et même si c'est pas pareil, en fait on se comprend parce qu'on va avoir des problématiques qui sont similaires, ou en tout cas on va pouvoir échanger. On en revient toujours pareil sur la vision en fait. Et franchement ça c'est sain, et c'est ce qui vous permettra de pas vous sentir un peu seul et d'avoir le fameux syndrome de l'imposteur dont beaucoup parlent quand on est à la sortie des études. Vous pouvez un peu l'avoir au moment où vous quittez votre taf et vous êtes le seul dans votre entourage à l'avoir fait, et en fait vous êtes là en mode en fait c'est un peu bizarre, du coup tout le monde est au boulot, il est 9h30 un lundi, moi je suis chez moi, j'ai personne à qui parler, tu vois, alors que vous allez avoir des gens qui vont comprendre ça, qui vont vous dire ah non mais moi regarde, il est lundi, je suis en train de prendre un vol pour partir à telle destination parce qu'en fait on m'a dit que les vagues étaient bonnes et que je pouvais surfer, tu vois. Enfin je te donne un exemple au hasard, mais ça va vous ouvrir en tout cas différents mondes, et je pense qu'en plus ça sera sain parce que quand vous aurez toujours les échanges avec votre famille, avec vos amis que vous aviez avant que vous ayez commencé l'investissement, naturellement vous allez être mieux avec eux parce qu'au moins vous aurez autre chose à leur raconter. Enfin, vous n'aurez pas besoin de parler de vos investissements et de vos projets parce que ça sera pas forcément les personnes qui arriveront le mieux à le comprendre, et surtout vous aurez d'autres cercles d'amis pour parler de ces choses-là. Donc voilà, je pense qu'on vous a donné les principales clés. On vous refera un retour d'expérience, bien évidemment. Je pense, on fera un point à 6 mois. Oui, c'est ça.
Voir si est-ce qu'on s'est levé le matin ou pas, tu vois. Ouais. Non, j'ai pas trop de doutes sur la manière dont on va le faire, mais enfin tout ça pour vous rappeler que tout est possible dans la vie, que ça appartient qu'à ceux qui le veulent réellement, et on vous encourage à le faire, à vivre une vie qui vous plaît, qui vous convient, et s'il faut vous aider là-dedans, vous avez besoin d'un coup de pouce, et ben vous savez où nous trouver. Donc Oh, ce beau placement de produit à la fin, magnifique, il est passé tout seul. Non, mais bon, ça la touche un peu d'encouragement parce que en fait, enfin, quand on a commencé à travailler, j'étais dans une telle déprime où je me suis dit putain, ça va durer 40 ans, ça va être super long. Puis là encore, on s'est pris alors ceux qui sont de notre génération comprendront, mais on s'est pris le Covid en pleine tronche. Ouais. Franchement. Faut savoir qu'en fait, du coup, avec Marie, on s'est rencontrés pendant nos études et on avait prévu de se faire un big voyage à la fin de nos études. Et il faut savoir que notre année de diplôme, c'est 2020. Ouais, voilà. Donc en fait, on n'a pas pu voyager en 2020, on n'a pas pu voyager en 2021. Et en 2022, finalement, on s'était lancé tellement fort. Enfin, on a un peu voyagé, on était parti au Mexique, on a fait quelques voyages, mais je veux dire, on n'a jamais fait le gros voyage dont on avait parlé. Et c'est surtout qu'en fait, on s'est lancé du coup dans les investissements et qu'à la base, quand on avait projeté, on s'était dit ouais, on va aller tranquille sur les investissements, on veut quand même profiter, nos amis, les voyages, etc. Et ça, c'est vrai que tu vois, c'est un peu on reparle rapidement du Covid, mais ça nous a mis cette espèce de claque en mode de se dire non, c'est bon, on fait les investissements le plus vite possible. Même si ça prendra des années, qu'on en finisse avec ça. On peut paraître peut-être un peu zinzin, tout le monde n'est pas obligé d'être aussi énervé là-dedans que nous, mais c'est vrai que, en tout cas, c'est juste un petit message d'encouragement pour ceux qui le veulent. Mais dans tous les cas, les cartes sont dans vos mains, hein. Ouais, mais dans tous les cas, c'est toujours ce qu'on dit. En fait, il faut enclencher la machine, il faut mettre le mouvement et peu importe le rythme à laquelle vous avancez, tant que vous avancez, vous arriverez au moment dont on vient de parler où vous finirez par quitter la rat race et que vous serez bien et que ou même à un moment donné, c'est vrai que nous on n'a pas abordé ce cas-là parce que bon, pas encore tout à fait notre cas, mais quand vous aurez des enfants, ça peut être pour vous occuper de vos enfants, pour pouvoir les amener à l'école, aller les rechercher. On a quelques invités du podcast qui sont dans ce cas-là et qui kiffent le fait justement de d'être dispo, d'avoir pu quitter leur taf pour justement plus s'occuper de leurs enfants. Et ça peut être aussi un mantra, je pense, pour la suite. Ouais. On vous dit à la semaine prochaine. Merci à vous, à très bientôt. Ciao.